Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais tout simplement vous remercier pour les 10 000 abonnés. C'était un objectif que je m'étais fixé pour la fin de l'année dernière et finalement c'était en tout début de cette année qu'on a atteint cet objectif. Je voulais vous remercier énormément parce que c'est énorme. Bienvenue aux nouveaux abonnés et on espère qu'on va augmenter en nombre d'abonnés avant la fin de l'année. Pour ce qui est d'aujourd'hui, c'est une disparition à caractère très inquiétant. Une disparition pour laquelle j'ai pas mal d'informations, même si vous allez voir, malgré le nombre d'années passées après la disparition et malgré le fait que le caractère de cette disparition est très inquiétant, on n'a pas tant d'informations que ça du fait que malheureusement les enquêteurs n'ont pas vraiment fait, à mon avis et à mon sens, le travail qu'ils auraient dû faire. J'ai toutes ces informations grâce à l'association d'assistance aux recherches aux personnes disparues avec laquelle je travaille en tant que bénévole, en tant qu'enquêtrice. Donc c'est vraiment bien d'avoir toutes ces informations pour recontextualiser bien cette disparition et peut-être enfin avoir des informations ou alors des témoignages qui vont aider la famille. Comme je vous ai dit, malgré le temps qui passe, un peu plus de 8 ans après la disparition de Noureddine Hadda, on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. On se retrouve juste après ça. Pour recontextualiser la disparition et dans quel environnement cette disparition s'implique, il faut revenir en 2013. On est à Chalon-sur-Saône. On retrouve Noureddine Hadda, qui est un homme d'origine algérienne, de nationalité française, qui a 45 ans. Il a l'habitude de voyager. En fait, il vit surtout en Algérie parce qu'il a une nouvelle femme qu'il voit là-bas. Il voyage souvent entre la France et l'Algérie. Mais le plus souvent, il est en Algérie. Ce qui fait qu'il a très peu d'amis, de connaissances en France, voire pas du tout d'ailleurs. Et heureusement, il a sa famille avec laquelle il est très proche. Et comme c'est une famille très nombreuse, on va dire qu'il ne s'embête pas vraiment, il est jamais tout seul. Il est proche de sa famille au point que c'est sa mère qui l'appelle le plus souvent, de 1 à 3 fois par jour. Donc tous les jours, il appelle sa mère parce qu'il est vraiment très proche d'elle. C'est un homme qui vit sa petite vie. Alors il n'a pas spécialement de passion ou quoi, mais en fait, il est tranquille avec sa famille sans se poser vraiment de questions. Donc comme je vous ai dit, il a beaucoup de frères et sœurs. Alors il a 4 frères et il a 7 sœurs. À l'époque de la disparition, donc en 2013, novembre 2013, il est encore en instance de divorce. Tous ses proches ont l'habitude de l'appeler Samir. Je vais continuer à l'appeler Noureddine, tout simplement pour dire que c'est vrai qu'il peut répondre également au nom de Samir. Pour ce qui est de son contexte social, mis à part le fait qu'il n'ait pas vraiment d'amis, de connaissances, il n'a pas non plus de travail parce qu'il est en arrêt depuis 2006, il était maçon. Alors pourquoi est-ce qu'il en arrête ? Parce qu'il a eu une commotion cérébrale assez importante, ce qui fait que ça l'empêche de travailler et il est sous traitement pour tous ces symptômes chroniques de cette maladie qui en découle de cette commotion cérébrale. Sans ces traitements-là, il ne peut pas vivre de manière normale. Donc c'est des traitements très importants pour lui. Ça va avoir une importance dans la suite des événements, vous allez voir. Donc là, la veille de la disparition de Noureddine, on est le 9 novembre 2013. On est à Chalon, donc le lendemain, Noureddine doit prendre le train pour ensuite prendre un avion pour aller en Algérie rejoindre une partie de sa famille, puis surtout sa nouvelle compagne. On est le 9 novembre et le soir, il a décidé de faire une nuit blanche avec un de ses frères sur Chalon et un de ses amis. L'ami de son frère va lui, de son côté, contacter le taxi qui va venir chercher Noureddine le matin pour qu'il soit à l'heure à son train et à la gare. Ce que doit faire Noureddine avant d'aller prendre son train à Chalon-sur-Saône, direction Lyon, et ensuite prendre un avion à Lyon-Saint-Exupéry, direction l'Algérie, c'est qu'il doit passer voir une de ses sœurs pour récupérer un colis qu'il doit emporter avec lui. C'est un colis avec pas mal de cadeaux, que ce soit pour sa nouvelle compagne, mais également pour ses cousins qui habitent en Algérie. Peu avant 6h, on a le taxi qui vient, comme prévu, rechercher Noureddine, ensuite qui l'accompagne voir sa sœur et récupère le colis, et là, vers 6h, il l'accompagne à la gare. Alors on ne sait pas à quelle heure exactement, et on ne retrouve pas l'information à quelle heure le train devait partir, mais on imagine que c'est entre 6h et 7h, qu'il était quand même pas mal en avance. Le taxi, lui, a expliqué qu'il avait bien accompagné Noureddine et qu'il lui avait même proposé de sortir les valises et de l'aider avec ses valises, que Noureddine avait gentiment refusé parce qu'il n'en avait pas éprouvé le besoin.
On reviendra sur l'histoire du taxi après. La première chose qu'il fait Noureddine, c'est, même très tôt, il appelle sa mère pour lui dire bah voilà, je suis sur le point de partir. Mais il l'a pas appelé quand il était dans le train. Donc là, on est le 10 novembre 2013, et après cet appel qu'il a passé à sa mère, malheureusement, on ne va avoir aucune autre nouvelle de Noureddine. Personne ne va l'avoir vu, et son portable ne va plus jamais décrocher. Donc au départ, sa famille ne s'inquiète pas trop. 3 jours passent tranquillement. Il se dit, c'est un homme de 45 ans, il est allé en Algérie, il n'a pas pris le temps de nous appeler, c'est pas très grave. Et puis, personne n'a rien dit pendant 3 jours du côté de l'Algérie, comme quoi ils n'avaient pas vu Noureddine. 3 jours après sa disparition, la nouvelle compagne de Noureddine appelle la famille en disant il n'est jamais venu me chercher, est-ce que vous avez des nouvelles de lui? Là, la famille commence un petit peu à s'inquiéter en se disant c'est quand même bizarre, il nous a rien dit, il nous a pas appelé, d'habitude il nous prévient. Un de ses frères va lui aller vérifier à son adresse à Châlons pour voir si par hasard il ne serait pas rentré, puis simplement il avait pas envie de donner de nouvelles, ou voilà, chose qu'il a le droit en tant qu'adulte. Ils vont chez lui et malheureusement ils ne le trouvent pas. Là, la mère de Noureddine et puis de son frère va avoir une sorte d'instinct maternel en lui disant écoute, regarde quand même dans la boîte aux lettres, peut-être qu'on a des informations. Elle a eu un très bon instinct et effectivement, dans la boîte aux lettres, on va retrouver une amende de la police, une amende pour bagages abandonnés sur un train. Et les bagages appartenaient à Noureddine. Et ce n'est pas n'importe quel train. Je vous avais dit qu'il était censé partir de Chalon-sur-Saône, s'arrêter à Lyon-Part-Dieu et puis ensuite rejoindre Lyon-Saint-Exupéry, l'aéroport, pour partir. Et là, on a retrouvé les bagages dans le train qui va de Lyon à Paris-Bercy. Donc dans le sens totalement inverse. Donc c'est très 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 étrange. Il y a une petite station qui s'appelle Venarey-les-Laumes à 13h28 exactement. Ce qui est bizarre, c'est que la police ne s'est pas plus inquiétée de ça et a juste envoyé une amende à Noureddine sans se dire pourquoi est-ce qu'il a abandonné 2 valises, un sac à dos avec des papiers très importants dedans, dont le passeport. Il y avait non seulement son passeport, toutes ses valises, toutes ses affaires, il lui manquait simplement sa carte d'identité et son portable et un peu d'argent qu'il avait sur lui à ce moment-là, donc il a dû le garder sur lui au moment de sa disparition. C'est quand même très étrange et je trouve ça bizarre que la police ne se soit pas plus inquiétée que ça. Très rapidement, la famille s'inquiète et va évidemment déclarer la disparition de leurs proches à la gendarmerie. Cette disparition est considérée directement comme inquiétante par les gendarmes. C'est une déclaration de disparition inquiétante avec normalement du coup une enquête qui est ouverte. Pourquoi ? Parce qu'il n'a vraiment pas l'habitude de partir, il a l'habitude de tenir au courant sa famille, d'envoyer des nouvelles, surtout sa mère, et surtout il avait prévu de partir en Algérie, puis on a retrouvé toutes ses affaires. Donc c'est très très inquiétant, mais même si c'est considéré comme inquiétant et que c'est déclaré comme tel, la police ne va pas faire grand-chose, on va le voir, l'enquête a été, on peut le dire, bâclée. Et c'est vraiment très frustrant. Pour eux, les gendarmes, on a l'impression qu'ils ont voulu rassurer la famille en disant qu'ils allaient faire une enquête, mais pour eux, ils sont partis directement sur le fait que c'était un adulte et qu'il avait le droit de disparaître. Ça, on est tout à fait d'accord. Il a le droit de disparaître, mais pas comme ça. C'est-à-dire, pas en laissant toutes ses affaires, sans prévenir sa famille. Alors à la limite ça peut arriver, mais il aurait peut-être pu laisser ses affaires, mais au moins prendre son passeport s'il voulait partir et juste changer de vie. Et là on sait qu'il n'a pas quitté le territoire français. Nous on a appelé tous les hôtels, on s'est dit peut-être il s'est réfugié dans un hôtel, on a appelé les hôpitaux s'il était malade, ou il s'est dit peut-être qu'il y a eu un accident entre temps, on a placardé des affiches entre Paris et Lyon. En fait, on a fait tout ça, mais... Et jamais aucun début de piste. On a eu juste un appel à témoin, comme quoi il était au Creusot, mais non, il n'y était pas. Donc très rapidement, la famille de son côté va faire une petite enquête avec leurs moyens, c'est-à-dire qu'ils vont aller contacter les hôpitaux, ils vont contacter le médecin, ils vont faire des affiches, des avis de disparition, en mettre un peu partout dans les magasins. Malheureusement, ça va rien donner, seulement 2 personnes qui vont dire peut-être avoir aperçu Noureddine, mais finalement ces pistes ne vont rien donner. La famille n'a aucune information sur l'enquête qui est menée, et puis malheureusement très rapidement, comme beaucoup d'autres disparitions malheureusement qui ne sont pas médiatisées, pas assez en tout cas, le dossier malheureusement va être classé sans suite très rapidement. La famille va pouvoir avoir accès au dossier de la disparition de leurs proches et malheureusement ils vont quand même être très stupéfaits de voir ce qu'il contient, c'est-à-dire que le dossier est presque vide et qu'au niveau des recherches il y a presque rien qui a été fait. Alors oui, il y a eu une enquête de voisinage, c'est-à-dire qu'ils sont allés toquer chez les voisins de là où habitait Noureddine à Chalon-sur-Saône, ce qui n'a rien donné, mais surtout, je sais pas, en toute logique, l'endroit de disparition, c'est là où on va en premier. C'est-à-dire,
la gare, surtout que la gare, il y a des vidéos de surveillance, il y a des caméras de surveillance, il y a quand même des agents qui peuvent voir les choses. Il faut y aller le plus rapidement possible pour que la mémoire des gens soit encore fraîche et puis surtout qu'on puisse voir les caméras de surveillance et pouvoir les visualiser. Sachant qu'en France, de ce que j'ai pu voir, en tout cas, normalement, si ça fonctionne bien, on a 1 mois pour visualiser les bandes de vidéos de surveillance et après, en fait, elles sont écrasées par les nouveaux enregistrements. Ou même, s'il n'y avait pas le temps du côté de la police, ce qu'ils auraient pu faire, c'est demander de réserver ces bandes-là, de ne pas les écraser, qu'ils puissent les visualiser plus tard. Normalement, on va le voir très rapidement. Et là, il faut savoir qu'il y a juste un gendarme, un enquêteur qui est allé à la gare 4 mois après, donc en mars 2014, sachant qu'il a disparu le 10 novembre 2013. Donc évidemment, plus personne se souvenait de Noureddine. Il y a tellement de gens qui passent dans une gare, même dans une gare sur une ville pas immense. Et surtout, les caméras ne sont plus visualisables. En fait, les enregistrements ne sont plus disponibles parce qu'ils ont été écrasés par de nouveaux enregistrements. Et c'est très très frustrant parce que on aurait pu voir si au moins il était rentré dans un train, s'il avait pris un train, s'il avait fait volte-face, s'il était parti, si lui-même il avait disposé les bagages dans un train à une heure différente. Enfin, on aurait pu voir pas mal de choses malheureusement. Comme je vous dis, l'enquête a été bâclée. C'est les seules choses qui ont été trouvées dans le dossier de la disparition de Noureddine. Également, un point aussi, c'est le portable de Noureddine. Le portable de Noureddine a été éteint à 9h13. Je ne sais pas si c'est volontairement ou si simplement qu'il avait plus de batterie. Mais en tout cas, bizarrement, ce portable n'est pas géolocalisable. Alors je ne sais pas si les enquêteurs n'ont pas fait leur recherche de leur côté, mais aucune information de géolocalisation du portable, ce qui peut être très important dans ce type de disparition, n'a été divulgué, donc on ne sait pas. De son côté, la SNCF, très bizarrement, après, je peux comprendre, n'est pas en capacité de dire si oui ou non Noureddine est rentré dans le train. Normalement, pour ça, on a les contrôles des tickets, sauf que là, c'est vrai qu'on est dans un TER. Le ticket a pu être contrôlé, mais c'est vrai qu'on n'a pas de place attribuée dans un TER. On sait pas trop, mais en tout cas, eux, ils ne sont pas capables de dire si oui ou non Noureddine a bien pris un train ce jour-là. De leur côté, la famille a embauché un détective privé. Donc malheureusement, le détective privé ne faisait que de l'administratif et n'était pas sur le terrain parce qu'il n'avait pas l'argent nécessaire au niveau de la famille. Parce que la plupart du temps, quand il y a des détectives privés, dans le cas des disparitions volontaires, peuvent retrouver la personne, envoient un petit message en disant est-ce que vous avez envie ou pas que je vous donne les informations d'où vous êtes et tout, et au moins on sait que la personne est vivante. Donc, le détective aurait pu dire en fait il est vivant, je l'ai retrouvé mais il veut pas rentrer en contact avec vous, ce qui est malheureusement possible de nos jours. Mais il n'a rien trouvé du tout, donc ça n'a donné aucune piste. Heureusement, en avril 2020, et grâce au nouvel avocat de la famille, l'enquête a pu être réouverte après une plainte déposée pour enlèvement, séquestration et détention arbitraire du disparu. Ce qui fait que peut-être ça va enfin rouvrir une enquête avec des enquêteurs qui vont peut-être un peu plus travailler sur le sujet. En tout cas, pour le moment, on n'a aucune autre information sur cette disparition. Là, on est quand même en janvier 2022. On a 0 information. C'est quand même super frustrant pour les familles quand c'est pas des disparitions médiatisées comme ça. Après, il y a quand même plusieurs théories qui ont été soulevées et par les enquêteurs et par la famille et qui ont été plus ou moins réfutées. Là, je vais vous faire un point sur les théories qui sont possibles encore aujourd'hui et sur quelle théorie je pense qui est la plus probable de mon côté. La première théorie qui avait été envisagée par les gendarmes, par les enquêteurs, c'est la théorie de la disparition volontaire qui a très rapidement été réfutée par la famille. Pourquoi ? On a déjà les appels à la mère tous les jours, 1 à 3 fois par jour, ils étaient très proches. Également, il aurait très bien pu vouloir couper les ponts avec sa famille, sauf que normalement il aurait dû prendre ses médicaments ou ses ordonnances qui lui sont vitaux et regarder s'il y avait du mouvement au niveau de son assurance maladie, il n'y en a aucun. Également, on a regardé s'il y avait du mouvement au niveau de son compte bancaire et les seuls mouvements qu'on a, c'est des prélèvements automatiques. Comme à un moment, c'était le prélèvement automatique pour le loyer, mais rien de prélèvement ponctuel qui peut montrer que vous avez en votre possession votre carte. Pour la disparition volontaire, sachant qu'en plus, il avait des projets, je pense pas que ce soit la bonne théorie, surtout que ça faisait 10 ans qu'il attendait son divorce avec sa première femme et qu'en décembre 2013, donc 1 mois après sa disparition, le divorce allait enfin pouvoir être prononcé et lui pouvoir passer à autre chose avec sa nouvelle femme. Il avait des projets, il avait surtout prévu ce jour-là de partir, d'aller en Algérie, il n'est jamais arrivé, il n'a jamais enregistré ses bagages, il n'est jamais parti en avion, ça a été vérifié. Donc c'est très très inquiétant et je pense pas que ce soit une disparition volontaire pour tout ce que je viens de vous énoncer. Ensuite, on a aussi la piste du suicide qui a été également proposée par les enquêteurs mais qui a très rapidement été réfutée par la famille parce qu'il n'avait pas le profil et surtout que, comme je vous disais, il avait des projets. En tout cas, c'est peut-être possible, mais
on aurait peut-être retrouvé une information, son corps ou quelque chose. Là, c'est vrai que c'est quand même très étrange. Donc c'est pas la piste privilégiée en tout cas de la famille, c'est pas la piste que je pense qui est la bonne non plus. Il y a également la piste de la Syrie, donc du djihad, qui a également été réfutée par la famille, tout simplement parce qu'il ne correspondait pas au profil. Donc les gendarmes aussi ont écarté cette piste. Alors il y a une piste qui est très possible, je pense, qui reste possible en tout cas, c'est la piste d'une maladie mentale, on va dire une paranoïa, un épisode de paranoïa ou une amnésie. Pourquoi je dis ça? Parce que, alors, il a déjà fait des épisodes de paranoïa. Je crois qu'il a subi un traumatisme par la mort d'un de ses cousins dans sa famille, et ça l'a vraiment perturbé. En plus de ça, comme je vous disais, il prenait des médicaments qui le stabilisaient énormément. Il est resté 3 mois en Algérie avec sa femme jusqu'en août 2013 avec sa nouvelle compagne, et sa nouvelle compagne lui avait dit d'arrêter de prendre ses médicaments parce que ça voulait tomber enceinte et ça l'empêchait peut-être de tomber enceinte. Et quand il est revenu en France, sa mère l'a trouvé très malade, qui n'était pas stable psychologiquement. Du coup, son frère l'a amené aux urgences psychiatriques et là, il a repris un médicament, il est redevenu stable. Donc, il était stable au moment de repartir en novembre, mais c'est vrai qu'il était quand même malade, angoissé, donc c'est vrai que c'est un contexte qui aurait pu être possible dans le cadre de cette disparition. Peut-être tout simplement le jour où il a voulu partir, il s'est trompé de train, il aurait pris un train dans le sens inverse, il s'en serait rendu compte, il aurait un peu paniqué, il serait sorti rapidement sans aucune de ses affaires, il serait un peu perdu, amnésique, et là aujourd'hui, soit il serait malheureusement décédé, ou soit il serait à la rue parce qu'il ne se souvient plus de qui il est. Par rapport au timing, j'ai quand même un souci, parce que comme je vous ai dit, on a retrouvé dans une petite gare entre Dijon et Paris, à 13h28, ses bagages, et comme il est parti de Chalon-sur-Saône, j'ai regardé, entre Chalon-sur-Saône et cette gare, il y a environ maximum 1h40, on va dire grand maximum 2h, et pourtant, si on pense qu'il est parti entre 6 et 7h, le timing ne correspond pas du tout. Après, ce qui aurait pu être possible, par contre, c'est qu'il soit allé jusqu'à Lyon-Part-Dieu avec ses affaires, que là, finalement, on ne sait pas, enfin, soit il avait oublié où il devait aller, ou soit il a voulu repartir en arrière et finalement il avait plus envie de partir en Algérie, et qu'il a pris un train qui partait en sens inverse, et à ce moment-là, comme il était fatigué, il s'est endormi, parce que comme je vous ai dit, il avait fait une nuit blanche la veille, et il s'est pas réveillé au bon moment. Quand il s'est réveillé, il a été pris d'un épisode de paranoïa ou alors d'amnésie, il savait plus où il était. Enfin, je pense que ça aurait pu être un mix des deux, et il serait sorti rapidement au niveau d'une des gares, et on l'aurait pu retrouver. Je sais pas trop, c'est vraiment, enfin, tout est encore possible, mais ce serait l'explication de pourquoi est-ce qu'on aurait retrouvé dans l'autre sens, dans un autre train, qui va pas du tout à l'endroit où il était censé aller au départ, ses affaires. Alors peut-être que depuis il sera à la rue, mais c'est un peu perturbant parce qu'il n'a pas du tout ces médicaments qui le rendent stable et surtout qui le font vivre. Donc ça serait synonyme du fait qu'il soit décédé malheureusement. Peut-être qu'il serait SDF amnésique et ce serait la meilleure solution pour la famille, donc c'est important de regarder autour de vous avec cet avis de disparition et de voir si potentiellement autour de vous vous voyez une personne qui lui ressemble. Après, comme je vous disais, s'il n'a pas son traitement, on n'a pas trop d'espoir de le retrouver en vie, et s'il a été enterré sous X, si on a retrouvé son corps et qu'il a été enterré sous X, là aussi ça soulève d'autres soucis dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo que je vous mets ici et dont je vais vous parler un petit peu en fin de vidéo. Enfin, une piste que je trouve très plausible, vous me direz en commentaire celle que vous pensez la plus plausible, moi je pense que c'est la plus plausible, c'est l'implication d'une tierce personne, donc une piste criminelle. Effectivement, c'est très possible que finalement, Noureddin, jamais pris son train, qu'il se soit fait agresser à la gare très tôt le matin, que personne ne l'aurait vu. Après, à 6h à Chalon-sur-Saône, c'est pas une gare très très fréquentée, parce qu'à 6h dans des grandes villes, effectivement, il y a beaucoup de monde, mais 6h à Chalon-sur-Saône, c'est pas très fréquenté. Selon son frère, sur lui, il avait entre 500 et 1000 euros. Il y a des gens qui se font agresser pour beaucoup moins que ça. Et c'est vrai que peut-être qu'il n'est jamais monté dans un seul train, peut-être que la personne l'a agressé à Chalon-sur-Saône, a voulu se débarrasser de son corps et pour brouiller les pistes a voulu mettre toutes ses affaires dans un train à une heure un peu plus tardive, donc le train qui passait pour aller à Paris. C'est très plausible aussi et ce serait très intelligent de sa part à la personne qui aurait agressé Noureddin, parce que effectivement ça a marché et ça fait 8 ans, plus de 8 ans maintenant que malheureusement on ne sait rien sur cette disparition. Il aurait également pu être agressé sur Lyon quand il serait arrivé à destination, et là quelqu'un aurait se serait débarrassé des valises sur le premier train venu, donc un train qui est amené à Paris-Bercy, et que quelqu'un se serait débarrassé du corps. Après, de ce sens-là, ce serait peut-être un peu plus compliqué, parce que sur Lyon, à l'heure où il serait arrivé, il y aurait quand même pas mal de monde qui aurait vu quelque chose. Donc
moi je pencherais sur le fait qu'il se soit fait agresser à Chalon-sur-Saône le matin, que personne n'ait rien vu. Et alors là c'est vraiment mon hypothèse, hein. Je penserais peut-être que le taxi serait impliqué même s'il a été interrogé. Pour moi c'est la personne qui a discuté la dernière fois avec Noureddine, qui a peut-être vu qu'il avait de l'argent sur lui, qu'il avait proposé apparemment même de l'aider. Peut-être qu'il avait des soucis d'argent et qu'il aurait voulu agresser Noureddine pour lui piquer son argent. Donc voilà, moi je penserais plus pour cette théorie-là. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est aussi bizarre parce qu'il y avait quand même des affaires de valeur dans ses bagages, mais c'est justement, comme je disais, peut-être pour brouiller les pistes, et peut-être que du coup le corps serait enterré quelque part, caché quelque part, brûlé, et que c'est pour ça qu'on ne le retrouve pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, si on part sur la possibilité que Noureddine soit mort du fait de sa maladie, du fait qu'il soit seul et peut-être désorienté dehors, si on a retrouvé son corps et qu'il aurait enterré sous X, ça soulève encore les mêmes soucis. C'est-à-dire qu'il y a l'ADN qui a été prélevé chez les parents, mais seulement en 2016, donc 3 ans ou 2 ans et demi à peu près après la disparition de Noureddine. Et on ne sait pas vraiment si la prise en charge des corps qui sont enterrés sous X sont faits de manière très scrupuleuse et très méthodique, et surtout de manière uniforme dans le pays. Est-ce que à chaque fois les photos sont bien prises? Est-ce qu'on a bien regardé s'il y a des documents d'identité? Parce que normalement, si son corps a été retrouvé et enterré sous X, normalement sur lui il avait sa carte d'identité, alors ça voudrait dire qu'il l'aurait perdu aussi. Et est-ce que des prélèvements ADN sont faits systématiquement, sont bien enregistrés dans une base de données? Là, malheureusement, donc les prélèvements ADN ont été faits en 2013, donc 2 ans et demi après la disparition. Combien de personnes ont été enterrées sous X entre la date de disparition de Noureddine et les prélèvements ADN qui ont été faits chez les parents? Est-ce que du coup, il s'est fait de la bonne manière? Il faudrait vraiment uniformiser tout ça. J'en avais déjà parlé, mais moi je trouve ça fou. On trouve un corps et certaines fois l'ADN n'est même pas prélevé, alors que ça peut carrément aider des familles à avancer et ne pas les laisser dans l'incompréhension pendant des années, surtout que si on ne retrouve pas le corps et qu'il est simplement enterré. En plus, sous X, on va dire, c'est vraiment très frustrant. En tout cas, aujourd'hui, la famille, de ce que je sais, parce que j'ai eu une des sœurs au téléphone, m'a dit que la famille et même sa mère n'avaient pas vraiment d'espoir de le retrouver en vie, malheureusement, mais qu'ils ont encore l'espoir de savoir ce qu'il s'est passé. Donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à contacter directement la gendarmerie de Chalon-sur-Saône, je vous mets tout en barre d'infos, ou même l'association d'assistance aux recherches aux personnes disparues, dont je vous mets aussi les informations ici et dans la description. Cette association pour laquelle je travaille, que je trouve vraiment top, parce que comme je vous disais, le souci de ces familles-là, à chaque fois je vous le dis, mais elles sont vraiment laissées à l'abandon, sans aucune information ni rien. Et cette association permet et propose pour aider au mieux la prise en charge de ces familles, de ne pas les laisser comme ça de côté pendant des années, des mois, alors qu'ils ont une personne qui est disparue dans leur environnement. Et elle permet aussi un soutien à la famille, donc il y a des personnes qui vont être chargées du dossier et essayer de rester en contact avec elles, et surtout peut-être de les aider dans tout ce qui est démarche administrative, peut-être pour les aider avec des contacts de personnel comme de l'avocat ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'ailleurs, si vous avez des informations et envie d'aller voir au niveau du site internet de la RPD, je vous le mets tout en barre d'informations. Ce qu'on peut souhaiter à la famille aujourd'hui, c'est simplement qu'ils aient des réponses à leurs questions. J'espère que moi, ma vidéo à mon petit niveau va peut-être aider à faire connaître cette disparition, et peut-être que quelqu'un qui regarde ma vidéo va se rappeler du visage de Noureddine. J'espère que ça. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour être au courant des changements, des programmes, de tout ce que je vais faire. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.